Mesdames, Messieurs, il est 20 heures, ce n'est pas l'heure exacte habituelle du journal. Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce retard à l'allumage, mais permettez-moi tout de même de vous dévoiler les titres. À la une ce soir, un nouveau point pour la police dans la lutte contre le grand banditisme. Elle a réussi à rattraper un groupe de malfrats en cavale depuis plus d'un an. Ils sont suspectés d'avoir emporté une importante somme d'argent à leurs victimes. Il s'agit de 14 millions de francs CFA. L'argent est le nerf de la colère au village situé, dit, dans le département de la Léquié. Des anciens ouvriers d'une carrière de sable sur le passage du barrage hydroélectrique de Natigal ont manifesté leur mécontentement. Ils disent avoir été oubliés depuis l'indemnisation des riverains. Et tout le Cameroun sera certainement devant son petit écran pour suivre le grand retour de Francis Ngannou en MMA. Le Camerounais retourne cette fois dans les cages de la PFL. Le prédateur affrontera le Brésilien Renan Ferreira pour le titre de champion du monde des poids lourds. Voilà pour les titres. Une opération réussie pour les forces de l'ordre. La police vient de mettre un terme à 1 an et demi de cavale d'un groupe de présumés malfrats. Ils sont accusés d'avoir dérobé la somme de 14 millions de francs CFA à leurs victimes le 21 janvier 2023. Les suspects ont été présentés ce jour à la brigade de recherche de Douala 2e. Les précisions avec Cyril Kwakam et Thierry Nanar. Ce responsable des recouvrements du SNAC Opium JC de Bonamo Sadi garde en mémoire la scène de son agression survenue le 21 décembre 2023. Ce soir-là, cette horde de présumés agresseurs, ici présenté à la presse ce 18 octobre, le dépouillait d'une somme de 14 millions de francs CFA. Je le remarque parce que c'est moi qui fais souvent le recouvrement. Le jour-là, j'étais à Bonabéry. J'ai fait le commande en rentrant, j'arrive à Bonamoussadi, avec ma moto. Je vais tourner, je vois les gens qui viennent contre, sens contraire. Après, quand j'arrive de moi, d'autres disent tourne. Je tourne, je garde là où je devais laisser la recette. Je vois 4 personnes venir devant moi, les deux motos étaient garées de l'autre côté. Ils viennent devant moi, les deux avec les armes, deux avec les machettes. Ils sortent dans le sac. Ils disent quel sac, donne le sac, je serre le sac. Quand il tire un coup en l'air, avant qu'il lâche le sac, maintenant en partant, monter sur la moto, il tire encore 3 fois, il monte sur la moto, il s'en va. Il y avait l'argent dedans. Au moins, c'est 14 millions. Une agression qui ne va pas rester impunie. Au bout de recherches, ils vont tomber dans les mailles des éléments de la brigade des recherches de Douala 2e. À date, les investigations menées ont conduit à l'interpellation de 3 suspects, respectivement à Bepanda, lieu dit Tonnerre, à Badjoun, lieu dit Escale, et à Dedo, lieu dit Dedo Plage. Le chef de gang court toujours les rues. Les forces de maintien de l'ordre appellent les populations à ne pas vivre dans la peur. La gendarmerie rassure les populations de sa proximité et les invite à dénoncer tout acte suspect ou encore tout individu peu recommandable en appelant sur son numéro vert, qui est le 113. Les présumés hors la loi seront déférés devant les juridictions compétentes pour la suite des procédures. Un soulèvement populaire au village d'Iwom, une localité située dans l'arrondissement de Yabassi. Pancarte à la main, les résidents manifestent contre le non-respect de la déchéance de l'autorité traditionnelle. Le chef déchu continue d'exercer de manière illégale selon les manifestants. Et depuis la procédure d'officialisation d'un nouveau chef a été interrompue, le village est divisé et l'insécurité y fait son lit. On voit cela avec Monique Nauti Fosso et David Janté. Le village d'Iwoum par Yabassi, jadis un havre de paix, s'est transformé en théâtre de soulèvement constant. Au cœur de cette crise, le nom de Pascal Raymond Niamey est sur toutes les lèvres. Il y a quelques mois par là, M. Niamey Raymond Pascal a été destitué
comme chef du village de Diwam. Mais curieusement, le drapeau continue à flotter chez lui. Et en plus de ça, il continue à poser des actes en tant que chef du village de Diwam. Ce que nous, la population de Diwam, nous refusons et nous refusons avec la dernière énergie. Nous réclamons absolument et le plus tôt possible, nous ne donnons pas des ordres à l'administration, mais nous souhaitons que le ministre de l'administration territoriale et les autorités administratives de Yabassi puissent comprendre que Diwam a besoin d'un nouveau chef. Diwam, c'est désormais un Far West où la criminalité dicte sa loi. Après la destitution, nous avons remarqué que les choses se sont beaucoup empirées. Il y a eu des agressions, il y a des meurtres en brousse, il y a des tracasseries, des empoisonnements, tout ça, le chef qui est ne faisait absolument rien. Par contre, nous avons remarqué que quand les opérateurs économiques viennent ici pour les affaires de terrain, et qu'on donne le terrain au village, lui, il s'accapare de ce terrain et puis, si c'est un titre foncier, il part même jusqu'à changer le titre foncier qui soit à son nom propre. Pour avoir la version des faits du présumé coupable d'usurpation du titre de chef de village, Canal 2 s'est rendu à son domicile à sa demande. Sur place, il s'est ravisé. Au village, on n'attend plus que l'autorité administrative pour tourner cette page sombre. Si l'administration peut nous écouter, qu'on puisse reprendre rapidement les consultations qui ont été arrêtées pour des raisons que nous ignorons. Le commandant de la brigade de Bonepoupa et ses éléments sont descendus calmer les tensions. Le feuilleton est loin d'être terminé. Un autre cri qui nous vient du département de la Liké, c'est celui des anciens ouvriers d'une carrière de sable située sur le passage du barrage hydroélectrique de Natigal, laissé pour compte lors de la procédure d'indemnisation des riverains et dépourvu de toute activité depuis le début du chantier en janvier en 2015. Eh bien, ils ne savent plus à quel sens se vouer pour faire entendre leur voix. C'est finalement dans les rues de leur village, dit qu'ils disent leur désarroi. Reportage, Janice Kamgar et Constant Kamgar. Comme des âmes en peine, ces anciens sableurs du chantier Salakuna errent sur ce qui a été jadis leur lieu de travail. Nous sommes en aval du barrage hydroélectrique de Nachigal, à quelques encablures de Batchenga, commune située dans le département de la Liké, région du centre. Sur ces pistes tracées à la force de leurs bras, ils ressassent les promesses d'indemnisation qui leur ont été faites il y a une dizaine d'années, mais qui sont restées lettres mortes. Ils nous ont enlevés en 2015, disant qu'on va nous dédommager. Personne n'a rien jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai été identifié pour les indemnisations jusqu'à 2 fois de reprise au bord de la Sanaga par la NHPC. Actuellement, il y a des indemnisations qui sont en cours. Nous souhaitons juste que justice soit faite et que les ayants droit entrent en possession de leurs dus. Descendus dans la rue pour exprimer leur détresse, ils vont être stoppés par les forces de maintien de l'ordre. Mais à leur sortie, ils répètent en boucle, photos en main et les larmes aux yeux, l'objet de leurs revendications. Voici les photos que moi je suis en train de... Mais qui prouvent mon travail. Regarde tout le monde qui est ici là, a travaillé et on n'a rien, même pas 5 francs. Les gens qui n'ont même pas travaillé sont ceux qui ont de l'argent. Aujourd'hui désœuvrés, usés par des procédures interminables ponctuées de multiples requêtes, à la tête de familles nombreuses pour les uns et diminuées physiquement pour les autres, ils sont au bout du rouleau. Je ne vois même plus bien sur mes yeux, le sable m'a gâté tous les yeux. Moi comme ça, j'ai eu l'accident dans le sable en 2007. J'ai perdu le pied ici, je n'ai rien bénéficié dans ça. Face aux difficultés rencontrées, un appel à l'aide est lancé aux autorités compétentes. Le couple présidentiel appelé en renfort. Papa Paul, on pleure devant vous. Maman Chantal, voyez ce qui se passe. Je pleure bien sûr à madame Chantal Biya de prendre notre cause. Que voilà comment les autres vivent comme nous vivons maintenant là. Un cri de détresse en guise d'ultime espoir qu'une main leur soit tendue.
Et un camion en état de surcharge interpellé à l'entrée est de la ville de Douala pour non-respect de tonnage prescrit et gabarit hors norme. L'engin immobilisé est depuis lors passible de lourdes amendes. En circulation dans cet état, l'engin pourrait être la cause de la dégradation précoce du bitume et d'énormes risques d'accident. On voit cela avec Titi Freeman et Henri Tina. Les roues affaissées de ce camion grumier témoignent de son état de surcharge. Il vient d'être interpellé pour le motif suscité au niveau de la Dibamba, à l'entrée est de la ville de Douala, par la gendarmerie nationale et l'inspection de la délégation régionale pour le littoral du ministère des Travaux publics. Le ministère des Travaux publics a pour rôle de protéger le patrimoine routier à travers les inspections répétées sur les différents tronçons de route. Les véhicules surchargés abîment de manière très précoce nos routes. Ces véhicules sont surchargés et conduisent de manière rapide à la dégradation de nos routes, au point où leur durée de vie n'est plus garantie. Des dommages causés sur la voie publique que les stations de pesage sont censées anticiper. Nous veillons à travers les postes de pesage. Nous avons installé les postes de pesage pour justement empêcher aux usagers de rouler avec un certain des poids de surcharge sur la route afin d'empêcher la dégradation précoce de ces routes. Seulement sur le terrain, ce moyen de contrôle fait face aux manœuvres frauduleuses. Les gens contournent. Tu sais déjà que mon camion doit porter 12 tonnes. Et tu sais en toi que tu as pris plus de 12 tonnes. En général, tu ne passes pas au pont bascule. Tu négocies. Tu pars à la station de pesage. Tu payes, on te laisse passer sans passer au pont bascule. Des délits pour lesquels le propriétaire de ce camion grumier devra payer cher. Il est passible d'amende pour délit de fuite, non-respect du tonnage prescrit et gabarit hors norme. Et le gabarit hors norme du conteneur transporté par une remorque est à l'origine du décès de 2 personnes au niveau du tunnel Ndokoti à Douala mercredi dernier. Et 2 jours après le drame, les commerçants qui ont l'habitude de fréquenter ce carrefour ont repris timidement leurs activités. Mais l'angoisse de vivre à nouveau ce cauchemar est omniprésente. On voit cela avec Lestine Poumetia et Thierry Nana. Ce vendredi après-midi, ce conducteur de moto est garé à la recherche de passagers, bien qu'il soit encore sous le choc de l'accident survenu en Ndokoti il y a moins de 48 heures. Il confie n'avoir d'autre choix que de stationner à proximité du lieu du drame pour exercer son métier. L'endroit-ci, ce n'est pas prudent, mais nous ne garons pas là parce que nous on veut. C'est juste que pour vite charger, il faut avoir la position de chargement. Chaque passage de camion fait sursauter les commerçants installés sous le tunnel. Habités désormais par une peur permanente, ces vendeurs improvisés perçoivent chaque instant comme une menace. Pour eux, le danger est constant et bien réel. Dès qu'un camion qui a le conteneur monté comme ça, là, il y a parfois que nous, on sort une fois du tunnel. S'il arrive que ça cogne encore, nous on prend la fuite une fois. Cependant, derrière cette peur omniprésente, c'est la nécessité de gagner leur vie qui les pousse à rester sur place. Malgré les risques, ces commerçants n'ont pas d'autre option que de se confronter à cette réalité pour assurer leur subsistance. C'est vraiment dangereux, mais comme nous sommes au Cameroun, on ne sait pas vraiment comment on va faire pour manger, pour nourrir la famille et on doit boxer dur. Ce passage souterrain est désormais tristement surnommé le tunnel de la mort. Sa hauteur, initialement évaluée à 4,5 mètres, semble avoir diminué depuis les récents travaux de réhabilitation, accentuant ainsi le risque d'accident, notamment pour les camions de grande taille. Les camions frappent là tous les jours. Et la dernière fois, quand les gens arrangeaient cette route, comme des pavés, ce sont les choses que quand on met derrière, c'est une fois. Je suis descendu là, j'ai parlé aux gars là que quand les Chinois arrangeaient cette route, ils ont fait cette route, ils ont creusé pour que ça descende un peu vers le bas. Mais ils m'ont dit qu'ils s'en foutent. Les gens meurent ici tous les jours. Même aujourd'hui, le camion nous a feinté là-bas. Oui, si les gens du haut ne criaient pas, ça pouvait nous écraser. La sécurité sur cet axe reste critique, malgré la reprise des activités.
Et depuis 8 mois maintenant qu'une nouvelle entreprise se déploie sur la route Soa-Hawaï-Essé et les travaux avancent à grands pas. C'est le constat effectué par Emmanuel Nganou-Dumessi et ses équipes. Le maître d'ouvrage a parcouru 82 km de linéaire afin de jauger l'avancement de travaux. Verdict, malgré la conjoncture, l'on note quelques avancées. On voit cela avec Janice Kamga et Raoul Ngofo. Il a fallu du temps, ou plutôt le déploiement de l'entreprise CFHEC sur cette route Soa-Essé-Hawaï pour voir du mouvement sur ce tronçon. Depuis près de 8 mois, l'entreprise qui remplace Super Confort et Beauface a pris les choses en main. Constat effectué par le ministre des Travaux publics en 8 arrêts. Nous sommes maintenant à 22% des prestations contractuelles. Ça veut dire que nous avons 35 km d'enrobés, de couches de roulement, comme vous venez de le parcourir. Nous avons les 2 ponts que le projet comportait, qui sont déjà construits en ce qui concerne le génie civil. Il reste pour le 2e pont, celui d'Afamba, les remblais d'accès. Il y a du progrès malgré les défis. Il faut dire qu'aucun décompte n'a encore été payé à l'entreprise. De plus, des obstacles liés à l'exécution des travaux et à la libération des emprises persistent. C'est les contraintes courantes des projets routiers, notamment la libération des emprises, les difficultés d'approvisionnement en granulats, également l'irrégularité dans le paiement des décomptes. Les équipes s'attellent par ailleurs à la construction du pont cadre sur la rivière Afamba. L'ouvrage sur la rivière Zoui est en cours. Pour ces travaux et les autres, le maître d'ouvrage prescrit l'accélération des travaux dès la saison sèche, l'achèvement des travaux de construction des ouvrages hydrauliques et le recrutement de jeunes riverains pour les tâches à haute intensité de main-d'œuvre. Intéressons-nous à présent au taux d'accès à l'électricité. La Banque mondiale situe le Cameroun à 71%. Seulement, ce rapport fait débat au sein de l'opinion, notamment dans un contexte où l'offre énergétique en qualité et en quantité est préoccupante. Pour la Banque mondiale, c'est la meilleure progression enregistrée depuis ces 23 dernières années. On voit cela avec Monique Naosi-Fosso et Colin Stayo. 71% de taux d'accès à l'électricité au Cameroun depuis 2022. Cette statistique publiée par la Banque mondiale laisse dubitatif plus d'un, notamment l'Association citoyenne des consommateurs d'eau, d'énergie, de gaz et des télécommunications. Nous savons très bien que Eneo n'a pas plus d'1,5 million de clients. Alors pour une population de 30 millions d'habitants, si on est couvert à 71%, cela voudrait dire quoi exactement? Est-ce que c'est le nombre? Et cet rapport a été fait en fonction des habitants dans les zones urbaines ou bien ça a été fait en fonction de la population du Cameroun? C'est là où le problème se pose. Le tout n'est pas de dire qu'on a branché, on a connecté un certain nombre d'abonnés, mais il faut bien que ces abonnés aient un courant quand même de qualité de manière constante. Et personnellement, j'ai vu des villages cet an dernier, il n'y a pas plus d'1 mois, qui ont fait 2 semaines, voire 3 mois sans électricité. Ce rapport de la Banque mondiale met en perspective les investissements effectués par Eneo sur la période 2021-2022. 540 km de nouvelles lignes réalisées, 416 000 nouveaux branchements. David Expert, on serait loin des 71% si l'on prend en compte des déficits de production d'énergie. Cet an dernier, le Cameroun a rencontré quelques difficultés au niveau de sa production. Parce qu'on comprend bien évidemment que ça ne sert à rien de connecter des gens, de brancher des gens si la production ne suit pas. Et il me souvient que le barrage de Benki met en arrêt 11 MW pour un réseau comme le Cameroun. On peut se dire que c'est négligeable, 11 MW, mais quand on n'a pas d'électricité, 11 MW, c'est important. Il me souvient aussi qu'on a connu quelques perturbations sur le barrage de Mainveleux, n'est-ce pas,
qui a une importance quand même capitale dans le dispositif du réseau interconnecté Sud, à cause des problèmes d'étiage. Il cite entre autres la difficulté d'injection des 213 MW envisagés à la centrale à gaz de Kribi ou encore la vétusté des lignes de transport de la Sonatrel. Pour optimiser l'accès à l'électricité, des experts préconisent la mise en valeur du potentiel hydraulique du Cameroun via la décentralisation. Doter la moitié de ces 360 communes à l'horizon, mettons même pas 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, de mini-barrages qui produisent entre 2 et 3 MW d'énergie. Chaque village aura son industrie. Ce rapport de la Banque mondiale est publié au moment où le groupement des entreprises du Cameroun GECAM décrit le déficit énergétique qui plombe l'industrialisation du Cameroun. Et plus que jamais, la politique d'import-substitution est prônée par le gouvernement camerounais. Elle vise à réduire la dépendance du pays aux importations et développer l'industrie nationale. Et pour atteindre ces objectifs, les acteurs agro-pastoraux africains et italiens envisagent de former 1 million de jeunes Camerounais à l'usage des méthodes innovantes dans le secteur agro-pastoral. Jordan Abomoïla. Créer de l'emploi, lutter contre l'exode rural et freiner l'immigration clandestine. Tels sont les objectifs que se fixe la Confédération africaine des acteurs agro-pastoraux et l'Italie à travers la campagne 1 million de jeunes acteurs agro-pastoraux camerounais. La vision, c'est de créer des villages agro-communautaires au Cameroun. Un village agro-communautaire, c'est 50 acteurs que nous mobilisons pour un projet, pour une spéculation. On les forme. On les identifie dans un premier temps, on les forme au choix, on les accompagne à faire l'étude de faisabilité, l'étude de marché et un business plan que nous soumettons à nos différents partenaires, notamment Global Travel en finance, qui met à notre disposition des fonds pour que nous puissions accompagner ces jeunes. Dans le cadre de cette initiative, les jeunes sélectionnés bénéficieront de formations aux méthodes italiennes dans le secteur agro-pastoral. À l'issue de ces formations, ils auront pour mission, entre autres, de produire 20 000 hectares de riz pour le marché local, ainsi que 400 000 hectares de bananes, d'avocats, d'ananas, destinés à l'exportation vers le marché italien. L'objectif principal de ces actions est de contribuer de manière significative à la politique d'import-substitution chère au gouvernement camerounais. Dans l'actualité également, ambiance particulière à l'école publique d'Ikounou à Yaoundé. L'établissement a servi de cadre aux festivités de la journée mondiale, la journée nationale de l'orientation célébrée ce 18 octobre. Une occasion de préciser que contrairement à l'enseignement secondaire, dans le primaire, l'orientation est une affaire du maître ou de la maîtresse. On voit cela avec Joël Jom 3. Et Samuel Évêque ici. L'orientation scolaire occupe une place importante dans l'environnement éducatif pour mener à bien cette activité intense qui nécessite de l'écoute, de la pédagogie, de la patience. L'école normale supérieure forme des conseillers d'orientation des enseignants. À l'occasion de la 17e journée nationale de l'orientation au Cameroun, nous vous proposons cet extrait d'une professionnelle de l'orientation scolaire, Lionel Zanzé, conseillère d'orientation au lycée technique de Nkolbison, qui revient sur le rôle du conseiller d'orientation au micro de Joël Jom 3. L'orientation fait plus écho lorsqu'il s'agit du secondaire, de la formation professionnelle ou du supérieur, mais dans l'éducation de base aussi, l'orientation existe bel et bien, avec la particularité qu'ici, il n'y a pas de conseiller d'orientation. Ce sont les maîtres ou les maîtresses qui s'y collent. Il faut le distinguer de l'orientation scolaire qui est développée au niveau des enseignements secondaires, à l'éducation de base et dans les salles de classe. Cette responsabilité est dévolue au seul enseignant. C'est ça la spécificité du système et c'est pour ça qu'on parle davantage d'orientation conseil. Parce que le socle des disciplines fondamentales voudrait que tous les élèves les assimilent pratiquement au même niveau.
Concerné par la célébration de la 17e édition de la Journée nationale de l'orientation, le ministère de l'Éducation de base, sous la houlette du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, a choisi le cadre de l'école primaire publique d'Ekounou ce 18 octobre pour mener la réflexion sur l'orientation conseil. Le thème de cette année portant sur l'orientation conseil, une opportunité pour consolider les enseignements dans un environnement inclusif, sain, sûr et protecteur à l'éducation de base, a reçu l'assentiment des élèves. Ce thème retenu est d'une importance capitale dans la vie de ce Camerounais, qui sont le père de l'honneur de la nation. Cette cérémonie colorée d'intermède a permis de réaffirmer l'importance de l'orientation du primaire au supérieur en passant par la formation professionnelle. Et après donc les festivités de la Journée nationale de l'orientation célébrée à l'école publique d'Ekounou à Yaoundé, je vous le disais il y a un instant, l'orientation scolaire occupe une place importante dans l'environnement éducatif pour mener à bien cette activité intense qui nécessite de l'écoute, de la pédagogie, de la patience. L'école normale supérieure forme des conseillers d'orientation, des enseignants. À l'occasion de la 17e journée nationale d'orientation au Cameroun, nous vous proposons donc cet extrait de Lionel Zanzé, conseillère d'orientation au lycée technique de Nkolbison, qui revient sur le rôle du conseiller d'orientation au micro de Joël Diom 3. L'orientation conseil est une activité éducative. C'est un processus qui a pour ambition de rendre l'élève capable de se connaître, de développer sa personnalité, de pouvoir faire face à ses problèmes autant personnels que scolaires, afin d'opérer des choix raisonnés qui sont en adéquation avec non seulement ses besoins, ses objectifs, ses intérêts, mais aussi avec ceux du pays dans lequel il vit ou il évolue, que ce soit sur le plan social, sur le plan culturel. Il s'agit pour le conseiller d'orientation, qui est l'expert en la matière, de l'accompagner tout au long de son parcours scolaire, académique et même professionnel. C'est pourquoi on parle du conseiller d'orientation scolaire, universitaire et professionnel. Donc prendre l'élève dès son entrée à l'école peut déjà commencer par la maternelle, au cours de laquelle, quand on parle de la maternelle, je veux parler du primaire en général. Au cours de cette formation, on peut déjà déceler certaines compétences que va développer l'enfant. Dans l'actualité également, selon l'organisation internationale Greenpeace, les écosystèmes forestiers du Cameroun couvrent environ 42% du territoire national. Cependant, si aucune mesure n'est prise, ce pourcentage pourrait chuter dans les années à venir et entraîner de graves conséquences. Dans l'optique d'éviter le pire, le Cameroun et le Japon ont mis sur pied un projet nommé Progref. On voit cela avec Jordan Abomoïla et Jean-Bernard Tanier. Le dérèglement climatique de plus en plus observé dans le monde et au Cameroun en particulier résulte en grande partie de la destruction des écosystèmes forestiers. Si aucune mesure n'est prise, d'autres dégâts sont à prévoir. Conscient de cet enjeu, le Cameroun a mis en place plusieurs initiatives, parmi lesquelles un projet de renforcement des capacités pour la gestion durable de ces écosystèmes. Donc, afin de soutenir l'engagement du gouvernement camerounais, c'est-à-dire réduction des émissions de gaz à effet de serre de 35% d'ici 2030. Nous avons effectué plusieurs projets pilotes dans la région de Centre. Depuis 2019, ce projet est piloté conjointement par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable et l'Agence japonaise de coopération internationale. Les travaux qui avaient été interrompus en raison de la pandémie de Covid-19 reprennent ce 18 octobre 2024. La coopération avec le Japon a été une excellente expérience. Et il faut maintenant que nous envisagions avec notre partenaire et d'autres partenaires si possible, comment changer d'échelle. Pour cette nouvelle phase, des innovations sont prévues, notamment l'utilisation d'insectes et la restauration des savanes dégradées pour réduire les émissions des gaz à effet de serre. Le projet s'achève en 2030.
Un mot en sport à présent, le grand rendez-vous sportif ce week-end, nul doute, le retour en MMA de Francis Ngannou. Après une virée en boxe anglaise, le natif de Batié va enfin honorer ses engagements au PFL. Duel de géants demain soir entre le Prédateur et le Brésilien Renan Ferreira. Nous y reviendrons. À l'étranger, Kémy Séba libéré mais encore sous surveillance à Paris en France. En Égypte, les prix grimpent à la pompe, 10 à 17% d'augmentation dans un contexte de crise socio-économique et confirmation du décès du chef du Hamas. On voit cela avec Lil Piedjou et Calvin Tekam, Escalbande. Yahya Sinnoa est mort. Dans un communiqué vidéo rendu public ce vendredi, le Hamas confirme le décès de son chef. Pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou, la mort du chef du Hamas marque le début de la fin de la guerre menée depuis plus d'un an à Gaza. Israël a mené des frappes sur la bande de Gaza avec pour objectif d'écraser le Hamas. L'Iran précise que ce décès va renforcer l'esprit de résistance en vue de la libération des territoires occupés. Kémy Séba est libre, mais il reste sous surveillance dans le cadre d'une enquête en cours. Il est accusé d'incitation à des actes d'agression et d'hostilité envers la France. Kémy Séba n'a jamais caché ses positions sur la politique française en Afrique et ses prises de position panafricanistes. Sur le réseau social X, il affirme « Ceux qui veulent nous éteindre devront encore attendre ». Pour ce qui est de sa présence en France, il parle d'un acte de courage pour rendre visite à un proche âgé et malade. Les prix des carburants augmentent de 10 à 17% en Égypte. Le gouvernement égyptien, dans un communiqué, justifie cette décision. Il s'agit de réduire l'écart entre les prix de vente des produits pétroliers et leurs coûts élevés de production et d'importation. Une mesure susceptible d'avoir un impact sur le coût des biens et services. L'Égypte a conclu un accord avec le Fonds monétaire international pour un plan de sauvetage qui s'élève à 8 milliards de dollars. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Je vous retrouve lundi, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.